Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir la régulation de la pression artérielle. Avant de voir les différents mécanismes de régulation, commençons par expliquer ou rappeler quelques petites notions. Le débit sanguin est le volume de sang qui s'écoule dans un vaisseau ou un organe ou encore le système cardiovasculaire complet, et ceci en une période donnée. L'unité utilisée pourrait par exemple être le millilitre par minute. Ce débit dans un organe donné peut varier selon les besoins. Deuxièmement, la pression sanguine est la force par unité de surface en newton par mètre carré que le sang exerce sur la paroi d'un vaisseau et il s'exprime en millimètres de mercure. Le gradient de pression est la différence de pression entre le début et la fin d'un vaisseau. Cette différence est due au fait que le sang, lorsqu'il est éjecté du cœur, a une grande pression, et ceci est dû à la contraction du ventricule gauche. À cause de la friction ou de la résistance dans les vaisseaux sanguins, la pression diminue. Le sang va donc pouvoir se déplacer selon le gradient de pression, c'est-à-dire d'une région de haute pression vers une région de basse pression. Troisièmement, la résistance est la force qui s'oppose à l'écoulement du sang, et elle résulte de la friction sur la paroi des vaisseaux sanguins. Celle-ci est plus présente ou plus marquée au niveau de la périphérie. Trois facteurs peuvent influencer sur cette résistance. La viscosité du sang, qui dépend de la fluidité du liquide. Celle-ci est due à la présence d'éléments figurés et des protéines plasmatiques dans le sang, et elle est plus ou moins constante, sauf dans les cas pathologiques. Deuxièmement, la longueur des vaisseaux, qui reste plus ou moins stable. Et enfin, le diamètre des vaisseaux, qui est le déterminant majeur de la résistance. Plus le diamètre est petit, plus la résistance est grande. Ce diamètre peut être modifié dans des cas pathologiques, mais il est aussi modifié en temps normal grâce aux muscles lisses des vaisseaux. Quatrièmement, la pression artérielle ou la tension artérielle est la pression sanguine dans les artères. Dans les artères élastiques, cette pression dépend de leur élasticité et du volume de sang propulsé. Passons maintenant aux pressions artérielles systoliques et diastoliques. Lorsque le ventricule gauche se contracte, en systole ventriculaire, il expulse le sang dans l'aorte, ce qui confère de l'énergie cinétique au sang, permettant d'étirer les parois élastiques. Cette pression, due à la contraction ventriculaire, constituera la pression artérielle systolique, et elle est d'environ 120 mm de mercure. Lors de la diastole ventriculaire, la valve aortique se ferme, et il n'y a donc plus de sang qui entre dans les artères élastiques par le ventricule gauche. Mais les parois élastiques reprennent leur position initiale. Dans ce cas, la pression mesurée constituera la pression artérielle diastolique et celle-ci est d'environ de 70 à 80 mm de mercure. La pression différentielle ou pression pulsée constitue la différence entre la pression systolique et la pression diastolique. Puisque la pression est différente à chaque phase du cycle cardiaque, on utilise la pression artérielle moyenne, qui est la pression moyenne qui propulse le sang dans les tissus tout au long du cycle cardiaque. Et on la calcule par l'équation pression artérielle moyenne est égale à la pression diastolique plus la pression différentielle sur 3 ou encore 2 tiers de la pression artérielle diastolique plus 1 tiers de la pression artérielle systolique. Passons maintenant à la régulation. Le sang doit circuler uniformément dans le corps. Pour cela, la pression sanguine doit rester plus ou moins stable et cette stabilité repose sur 3 variables importantes. Le débit cardiaque, la résistance périphérique et enfin le volume sanguin. Pour comprendre comment ces derniers déterminent la pression artérielle moyenne, on utilise souvent la formule du débit sanguin, qui dit que le débit est égal à la différence de pression ou le gradient de pression sur la résistance périphérique. Habituellement, on considère ΔP comme étant la pression artérielle moyenne. Et là, on pourrait écrire aussi que la pression artérielle moyenne est égale au débit cardiaque fois la résistance périphérique. Donc la pression artérielle est directement proportionnelle au débit cardiaque et à la résistance périphérique. Comme le débit cardiaque est égal au volume systolique, c'est-à-dire le volume d'éjection systolique multiplié par la fraction cardiaque, cela fait que tout ce qui augmente ces deux variables augmente en même temps la pression artérielle. De plus, on a vu que la résistance périphérique
dépendait aussi de la viscosité, de la longueur des vaisseaux et surtout du diamètre du vaisseau. Donc, tout changement de l'un de ces facteurs entraîne un changement de la pression artérielle, qui revient rapidement vers sa valeur normale, et ceci grâce à des mécanismes de régulation, que vous trouverez classés différemment dans différentes sources, et par souci de simplification, je vais les considérer comme ceci. D'abord, les mécanismes de régulation par le système nerveux. Ces mécanismes modifient la pression artérielle en agissant sur deux facteurs, notamment la résistance périphérique et le débit cardiaque. Et vous pourrez trouver celui-ci classé comme étant un mécanisme de régulation à court terme, car il s'active en quelques secondes. Les seconds mécanismes sont des mécanismes de régulation par le biais d'hormones, et selon les sources, ils peuvent être considérés comme étant des mécanismes de régulation à court ou à moyen terme. Ces derniers agissent sur la résistance périphérique et le débit cardiaque, et même, indirectement, sur le volume sanguin. Enfin, les derniers mécanismes sont des mécanismes de régulation qui se font par l'intermédiaire des reins, et ils sont classés habituellement dans les mécanismes de régulation à long terme. Ces derniers modifient essentiellement le volume sanguin par l'intermédiaire des reins. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les mécanismes nerveux. Les mécanismes nerveux influent principalement sur la résistance périphérique et le débit cardiaque, et ceci par l'intermédiaire d'arcs réflexes composés de récepteurs, de centres cardiovasculaires et enfin de fibres afférentes et efférentes associées. Les récepteurs sont habituellement des barorécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs sensibles à la pression, présents dans les sinus carotidiens et le sinus de l'aorte, mais également dans les parois de plusieurs grosses artères. De plus, certains centres cérébraux et les chimiorécepteurs qui captent les concentrations de CO2, de H+, et d'oxygène peuvent aussi modifier les mécanismes nerveux en transmettant des potentiels d'action. Parlons maintenant des centres cardiovasculaires. Les récepteurs sont intégrés au centre cardiovasculaire du bulbe rachidien et les potentiels d'action se propagent vers le cœur et les muscles lisses vasculaires. Les principaux centres cardiovasculaires sont les centres cardiaques et ce sont le centre cardio-accélérateur qui permet par l'intermédiaire de stimulation sympathique l'augmentation de la fréquence cardiaque en diminuant le seuil d'excitation du nœud sinusal et l'augmentation de la contractilité. Et il accélère aussi le relâchement du muscle cardiaque. Le deuxième centre est le centre cardio-inhibiteur qui lui permet par l'intermédiaire de stimulation parasympathique surtout la diminution de la fréquence cardiaque et il n'agit que très peu ou pas sur la contractilité. Ceci est dû au fait que les ventricules présentent peu de fibres parasympathiques. Le dernier centre cardiovasculaire est le centre vasomoteur, qui règle le diamètre des vaisseaux sanguins. Ce dernier transmet des fibres sympathiques qui innervent la couche lisse des muscles des vaisseaux et surtout des artérioles, de sorte à ce que ces vaisseaux soient toujours plus ou moins contractés. Et ceci va constituer le tonus vasomoteur. Une augmentation de l'activité sympathique induit une vasoconstriction et une élévation de la pression artérielle et inversement. Par souci de simplicité, je vais omettre certains centres d'intégration dans le bulbe rachidien, tels que le noyau du tractus solitaire. Voici comment le réflexe par les barorécepteurs se déclenche. Lorsque la pression artérielle augmente, les barorécepteurs s'étirent et ils vont transmettre des potentiels d'action par l'intermédiaire du nerf vague pour les récepteurs aortiques et les nerfs glossopharyngiens au centre cardiovasculaire. Dans ce cas, les centres vasomoteurs et centres cardio-accélérateurs seront inhibés et le centre cardio-inhibiteur sera stimulé parce que, rappelez-vous qu'on a besoin d'une diminution de la pression artérielle. Ceci va permettre une vasodilatation par diminution de l'activité du centre vasomoteur, permettant de réduire la pression artérielle moyenne par diminution de la résistance périphérique. Et une vasodilatation veineuse qui va permettre aux veines de stocker le sang, ce qui diminue le retour veineux vers le cœur et donc diminue le débit cardiaque. Il y aura aussi un deuxième mécanisme qui est la diminution du débit cardiaque par stimulation de l'activité parasympathique, ce qui induit la diminution de la fréquence et de la force de contraction, et donc
la diminution de la pression artérielle moyenne. Par contre, une diminution de la pression artérielle moyenne initiale va induire une vasoconstriction et une augmentation du débit cardiaque, ce qui permet d'élever la pression artérielle moyenne. Comme pour les barorécepteurs, des chimiorécepteurs situés près des barorécepteurs dans l'arc aortique et les sinus carotidiens sont sensibles aux concentrations de CO2, de O2 et aussi du pH. Et ils peuvent transmettre des potentiels d'action au centre cardio-accélérateur, ce qui augmente le débit cardiaque, et au centre vasomoteur, qui induit une vasoconstriction, et ceci par exemple lorsque le CO2 augmente, permettant donc l'augmentation de la pression artérielle, ce qui accélère le retour veineux au cœur, puis aux poumons, permettant d'éliminer le CO2. Vous pouvez voir ces mécanismes plus en détail dans la vidéo de régulation de la respiration. Enfin, les centres cardiovasculaires, bulbaires, peuvent être influencés par le cortex cérébral et l'hypothalamus, qui interviennent par exemple dans l'émotion ou encore lors d'exercices physiques. Récapitulons. La stabilité de la pression artérielle est nécessaire pour permettre une irrigation adéquate des différents tissus de l'organisme. Et elle repose sur 3 principales variables. D'abord, le débit cardiaque, la résistance périphérique et enfin, le volume sanguin selon cette équation. Cette stabilité nécessite une régulation. L'organisme va donc utiliser différents mécanismes mettant en jeu le système nerveux, les hormones et les reins. Le mécanisme de régulation nerveux est un mécanisme de régulation à court terme qui influe surtout sur la résistance périphérique et le débit cardiaque, et ceci par l'intermédiaire de réflexes de barorécepteurs, de chimiorécepteurs ou enfin par l'influence des centres cérébraux supérieurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.